Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et aujourd'hui, c'est Damien qui va commencer. Et Damien, tu veux nous parler de la réputation. Oui, alors vous savez que j'emploie toujours des chemins de traverse et généralement liés à mes voyages. Euh, donc aujourd'hui, je suis en Italie du Nord et je vais vous parler un peu d'Italie du Nord et un peu de réputation aussi, euh, puisque ce que j'ai vu en Italie du Nord m'a fait réfléchir sur ce que c'est que la réputation. Voilà, je suis toujours très lent sur faire mes transitions. Donc j'ai appelé ça une divagation sur la réputation en Italie du Nord. Donc, l'Italie, la botte, vous la connaissez bien. L'Italie du Nord, vous la connaissez bien aussi, probablement, pour Venise, Milan et d'autres grosses villes. Moi, je vais vous parler de trois villes. La ville de Vérone, la ville de Padoue et la ville de Ravenne. Donc, je fais un peu agence de voyage aujourd'hui, mais j'espère que ce sera pour notre plus grand bien. Donc, Vérone, c'est une ville qui est très connue pour ses arènes et ses œuvres d'opéra. Padoue, c'est une ville qui est très connue pour Saint-Antoine de Padoue. Quand on perd des choses, on prie Saint-Antoine. Et enfin, Ravenne, qui est assez connu pour ses céramiques, mosaïques, pardon. J'étais dans ces trois villes là, pendant on va dire les 10 derniers jours et j'ai vu des choses que je ne pensais pas voir et auxquelles je n'avais jamais pensé, mais qui sont assez sublimes. Euh, Ces trois églises, donc ce que je vais vous dire n'a aucune connotation religieuse, évidemment. Euh, à Vérone, j'ai vu une église qui s'appelle Sainte-Marie dans les orgues, on va dire, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, Padoue, la chapelle des Scroveni, et à Ravenne, le mausolée de Galla Placidia. Donc Vérone, Santa Maria in Organo. Alors le nom est intéressant, juste Organo pour la petite histoire. C'est évidemment, Organo, ça fait référence à un orgue, mais en l'occurrence, c'est pas un orgue. Ça fait référence à une tour romaine qui avait une horloge qui fonctionnait avec un système hydraulique. Et visiblement, ce système hydraulique faisait un bruit particulier et il activait aussi un instrument de musique. D'où le nom de cette église-là. Alors, dans cette église-là, qui est vraiment hors des chantiers battus, hein, il y a quatre grosses églises à Vérone, mais celle-là est très particulière puisqu'elle abrite la plus belle sacristie d'Italie, avec un travail absolument sublime sur à la fois des marqueteries en bois et puis des fresques. Vous voyez la photo à gauche sur les fresques et la marqueterie en bas à droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été construite par un moine bénédictin qui s'appelle Fra Giovanni, euh, qui a fait un travail absolument sublime dans plusieurs endroits en Italie, mais il est surtout connu pour cet endroit-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a travaillé à cet endroit-là pendant à peu près 5 ans pour réaliser la première partie. Il est revenu à la fin de sa vie, les 6 dernières années de sa vie, pour finir son travail, qui est un travail multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il a fait à la fois des fresques, il a fait à la fois des objets, il a fait à la fois la marqueterie. Donc c'est un mec qui touchait à tout, et il y touchait avec un certain brio. La deuxième église dont j'ai envie de vous parler, c'est la chapelle des Scroveni, qui est à Padoue. Bon, cela qui est un peu plus connu, dans la mesure où c'est Giotto, en fait, qui a fait les fresques au plafond. Giotto, ce qui est assez impressionnant quand même, c'est que la chapelle a été faite en 2 ans. Et c'était un homme de génie, c'est un homme qui a vraiment bouleversé, en fait, et annoncé à la fois la Renaissance et l'art moderne, en bouleversant en fait les représentations de l'espace et en portant une attention un peu plus forte aux émotions et aux personnes. Là, vous voyez la photo au milieu, elle est très connue. C'est en fait quand les parents de Marie apprennent qu'ils vont avoir Marie, en fait. Et donc, il y a ce baiser de toute tendresse qui est fameux, mais qui marque quand même une rupture dans l'art universel. Donc Giotto, vous le connaissez, il a fait des fresques un peu partout en Italie. Euh,
mais c'est aussi un grand maître qui est venu bouleverser tout ce qu'on savait sur la peinture, avec notamment des travaux sur la perspective et des travaux sur la présence de l'humain au cœur de toutes ses œuvres. Et la dernière œuvre, ou le dernier monument dont je vais vous parler, qui est plus connu, qui est à Ravenne, qui est le mausolée de Galla Placidia. Donc là, on passe sur un autre support. Donc là, ce sont des mosaïques. C'est un mausolée qui n'est pas très grand, hein, mais qui est très connu, avec aussi des bouleversements, on va dire, esthétiques dans les représentations, dans la qualité de ce qui est représenté. Et puis, bien évidemment, on est aux confins en fait, de l'Occident et de l'Orient, avec des influences byzantines évidentes. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et ce qui m'a intéressé en transversal sur ces trois œuvres, c'est que je me retrouve moi en 2025 à visiter des œuvres qui ont été faites il y a 500 ans. Donc là, on est à Vérone. Il y a 700 ans à Padoue. Et il y a 1600 ans à Ravenne. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant. Je me trouve dans des lieux d'une beauté absolument incroyable, pas forcément très connus, notamment pour les deux premiers. Et pourtant, ils sont toujours là des centaines d'années après. Et donc, bien évidemment, dans ma tête, je me suis dit, et si on parlait de réputation? Qu'est-ce qui fait qu'on va voir ces œuvres-là encore des centaines d'années après, qu'on en parle encore, que Giotto est quelqu'un qui est quand même très connu, Fra Giovanni un peu moins, on ne connaît pas qui a fait les œuvres mosaïques, mais ces œuvres-là ont quand même une portée universelle et des gens voyagent dans le monde entier pour venir les voir. Donc l'étymologie du mot, c'est la réputation, ça vient du latin reputatio, qui signifie évaluation. Donc la réputation, ça peut être considéré comme le produit d'activités d'évaluation sociale. Donc on évalue quelqu'un, on évalue quelque chose, et sur cette base-là, on établit une réputation. Plus vulgairement, et là je cite Jean-Christophe qui dit « c'est ce qu'on dit de vous quand vous avez quitté la pièce ». Donc, quand Giotto quitte la pièce de son existence sur la Terre, et bien 700 ans après, on parle encore de lui et on parle encore de son talent, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, c'est une question, on va dire c'est une pirouette, mais je pense qu'elle est néanmoins pertinente. Qu'est-ce qu'on dira de vous dans 500 ans, dans 700 ans et dans 1600 ans? Alors, vous n'êtes pas forcément appelé à être un Giotto, mais néanmoins, ça prouve que certains de nos confrères humains ont réussi cette performance. Et donc, la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous dans 500 ans, 700 ans, 1600 ans? Il y a une attention toute particulière quand même à ce qu'on a envie de laisser, ce qu'on a envie de laisser derrière soi, et ce qu'on a envie que les gens disent de vous quand vous disparaissez. Je pense que s'il y a une question indirecte sur la marque, pour parler de marketing, où on parle d'image et de notoriété. Vous connaissez tous le modèle AIDA. Donc, en fait, pour développer une marque et pour comprendre l'utilité d'une marque, on parle d'attention, ensuite on parle d'intérêt, ensuite on parle de désir et ensuite on parle d'action. Donc, tout ce qui est attention et intérêt, à mon avis, touche de façon assez proche à toutes les questions de réputation. Et donc, à la fois pour votre marque et pour votre entreprise, quelles attentions, quel intérêt vous souhaitez développer pour vous, pour votre marque et pour votre entreprise. C'est ce que je dis là, c'est quelles sont l'attention et les moyens que vous dédiez à votre réputation. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de votre entreprise? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de votre marque? En conclusion, j'ai deux aspects ou deux entrées sur le sujet. La première, bien évidemment, qui m'est chère, mais je peux pas rester indifférent et pas en parler, c'est quelle part occupe la beauté dans votre quotidien? Quelle part occupe la beauté dans votre réputation aussi? Quelle importance vous souhaitez accorder à votre réputation? Mais aussi quelle importance donner au qu'en dira-t-on? Donc il faut être capable de se mettre en rupture par rapport au qu'en dira-t-on, bien évidemment, mais aussi il faut veiller à sa réputation. En termes de business, c'est bien évidemment les questions de notoriété et d'image. Qu'est-ce qu'on dira de votre entreprise? Qu'est-ce qu'on dira de votre marque aujourd'hui quand vous quittez la pièce, mais aussi demain quand vous quitterez votre entreprise?
mais peut-être aussi dans des centaines d'années. En conclusion, je vous laisse ce baiser incroyable euh, qui a été peint donc il y a 700 ans et qui nous laisse aussi à penser ou à réfléchir sur la place de l'humain, sur la place de la représentation de l'humain dans notre réputation. Et je vous remercie de votre attention. Merci Damien. Et effectivement, que restera-t-il de nous lorsque nous ne serons plus là? C'est une bonne façon de se poser la question. Ce que ça m'évoque, tu sais, c'est cette idée que les entreprises peuvent survivre à leurs fondateurs. J'étais au milieu de l'aéronautique, enfin au milieu de gens passionnés d'aéronautique hier, et je suis frappé par le fait qu'il y a encore beaucoup de noms de personnes sur les avions. Alors, il n'y a pas que des noms de personnes, il y a aussi des noms de sociétés, bien sûr, j'allais dire arbitraires, inventés quelque part. Mais derrière, quand tu creuses, il y a toujours l'inventeur de cet hélicoptère, de cette voilure, de ce réacteur, etc. Et, euh, et donc, ça me laisse penser qu'il y a ce côté réputationnel, tu vois, qui va survivre euh, après l'entrepreneur, si l'entreprise qu'il a dirigée, si l'entreprise qu'il a construite, s'il a su transmettre ses valeurs à ses successeurs, eh bien, elle a une forme d'éternité quelque part. Alors, les plus vieilles entreprises ont 1300, 1400 ans, enfin celle qu'on connaît, hein, c'est cette fameuse auberge au Japon tenue par la même famille depuis 1300, 1400 ans. En France, on a des entreprises qui ont dépassé j'ai envie de dire, les 400 ans. Et il y a un groupe d'entreprises qui ont plus de 2 siècles qui s'appelle les Enochiens. Et pour la petite histoire, il y a 5 ou 10 ans, ils ont accueilli Peugeot parmi eux, puisque c'était les petits jeunes qui venaient de passer les 2 siècles. Donc, bienvenue au club. Donc, tu vois, dans ton histoire, je pense qu'effectivement, cette question de réputation est au cœur et que effectivement, on peut aspirer de son vivant à créer quelque chose qui nous dépasse, dès lors qu'on s'emploie à le faire, comme l'ont fait les gens qui ont fait ces magnifiques chapelles, qui sont pas pris la version courte et tiens, on va faire un coup de beige, parce que le beige, c'est facile. Ils ont mis des années à construire un plafond, une marqueterie. Quelque part, la réputation, ça passe aussi probablement, qu'en penses-tu, par quelque chose de dur, difficile à réaliser? En fait, on t'entend parler. J'ai une question, mais à la fois un doute aussi sur celle du choix. Je suis pas sûr que Giotto ou Fra Giovanni se sont dit je fais ça pour 700 ans en fait. Je pense qu'ils se sont dit surtout je vais donner le meilleur de moi-même et en fait c'est ça qui est resté. Donc il y a à la fois la question du choix et de la cohérence et dans le choix je mets la question de la postérité en fait. Est-ce que ça doit être un souci ou pas? Euh, et puis celle de la cohérence, c'est-à-dire que je pense que à partir du moment où on se pose la question de la réputation, on pose la question évidemment de la postérité. Et donc ça exige des choix au quotidien. C'est est-ce que ça c'est important? Est-ce que ça j'ai envie que ça reste? Hum, hum, hum. Et là ça devient assez décapant en fait, évidemment. Et moi ce qui m'a saisi en fait c'est que notamment à Vérone, en fait cette chapelle-là m'a été indiquée par quelqu'un. Je lui dis écoutez, les églises de Vérone, franchement, je les trouve bourgeoises et c'est plus des endroits pour que les riches montrent leur pognon. C'est pas forcément ça qui m'intéresse. Et elle m'a dit allez voir cette église, vous allez être surpris. Et, euh, et donc j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire que découvrir des lieux incroyables qui sont pas des lieux communs et qui pourtant méritent beaucoup d'attention. Donc voilà. Merci pour ça. Moi, j'ai juste un commentaire, Damien. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est la notion d'esthétique, tu sais, philosophie de l'art, et vu que dans les églises, il y a aussi des tableaux, tout ça, il y a la notion de représentation, et donc quelque part, l'esthétique de l'architecture ou d'un tableau perdure dans la durée, et donc tu parlais justement du Haïda, et je pense que tu pourrais faire une chronique peut-être pour prolonger ça
avec peut-être cette notion derrière. Moi, c'est ce qui me vient, voilà, juste comme ça. Je suis pas spécialiste, mais ça me parle comme ça, en fait. Voilà. Non, c'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point, c'est un de mes dadas, donc je peux pas dire non. Merci en tout cas. Merci, Mathieu.